Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour vous présenter une nouvelle approche pour le sevrage des benzodiazépines dans l'insomnie. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt financier pour cette présentation, mais j'ai quelques conflits d'intérêt scientifiques parce que je suis membre de plusieurs groupes de travail qui luttent contre les méfaits de la surmédicalisation et qui chassent donc les traitements potentiellement inutiles. Alors voici l'étude qu'on m'a demandé de présenter aujourd'hui. C'est une étude qui est parue dans le JAMA Psychiatry en septembre 2024 et c'est une intervention éducative auprès des patients pour essayer de réduire leur consommation de sédatifs, dont les benzodiazépines, et au final d'améliorer leur sommeil. Alors un peu de contexte quand même pour vous présenter cette étude, parce que si on en croit les chiffres de l'Office fédéral de la statistique qui est paru en 2024, un tiers de la population suisse souffre de troubles du sommeil, même si que 7% souffrent de manière vraiment pathologique. C'est comme des chiffres importants. On apprend également que les femmes souffrent plus fréquemment de troubles du sommeil que les hommes, 37% versus 29%, et que ça touche plus fréquemment les seniors. Un senior sur deux de plus de 65 ans souffre de troubles du sommeil. Alors le corollaire à ce problème du sommeil, c'est que la consommation des somnifères, dont les benzodiazépines, est très importante en Suisse, comme en témoigne cette étude qui est publiée dans le BMJ Open il y a quelques années déjà. Et sur la base de données asécurologiques, on apprend que plus de 20% des participants de plus de 65 ans avaient au moins une ordonnance de benzo dans leur traitement. Et quand on considère uniquement les patients de plus de 75 ans, ce chiffre monte même à 30% ici à Genève. Et comme vous pouvez le voir sur cette figure, il y a un gradient entre les cantons latins et cantons germaniques. Les cantons latins, dont Genève et le Tessin, consomment plus que les cantons germaniques. Allez savoir pourquoi. Alors c'est un vrai problème de santé publique et c'est pas par hasard d'ailleurs que le mouvement Smart Medicine, dans ses fameuses top 5 listes d'actes jugés inutiles, a identifié la prescription de benzo et il nous suggère donc d'éviter de prescrire des benzos pour les problèmes d'insomnie chronique, surtout chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Et c'est vrai que quand on s'intéresse aux recommandations européennes pour le traitement de l'insomnie, le traitement de première intention des troubles du sommeil qui durent depuis plus d'un mois, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Nous avons le droit d'utiliser ponctuellement d'autres sédatifs, dont les benzos, mais pour une durée maximale de 4 semaines, parce qu'au-delà de ces 4 semaines, les bénéfices sont clairement surclassés par les potentiels effets secondaires que vous connaissez toutes et tous. Alors une fois que les patients reçoivent une benzo, on sait, en tant que médecin interne généraliste, que c'est toujours très difficile de les déprescrire. Existe-t-il des méthodes de déprescription efficaces? Ici même, il y a quelques mois, le professeur Thomas Agoritsas vous avait présenté les résultats de leur méta-analyse qui s'inscrivait dans leur projet BSAFE, qui est un projet européen pour lutter contre la surprescription des benzos. Et quand on regarde les résultats de cette méta-analyse, on voit que le simple fait de proposer, quelle que soit l'intervention utilisée, mais le fait de proposer une déprescription aux patients qui prennent des traitements chroniques de benzo augmentait de 14% globalement la chance d'arrêt du traitement. Et c'est pour ça que même si c'est une recommandation faible, selon les experts, ils nous suggèrent de proposer une déprescription des benzos chez les patients qui prennent chroniquement ces traitements pour des problèmes d'insomnie. Ils ont comparé ces différentes interventions et c'est vrai que l'éducation des patients semble efficace, d'autant plus si elle est initiée par des pharmaciens qu'on oublie souvent comme acteurs de la santé. Les thérapies cognitivo-comportementales confirment leurs bénéfices. Et ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est que l'éducation uniquement des médecins ne suffit pas. Et c'est finalement assez peu étonnant parce qu'on sait que la dissémination des guidelines uniquement n'a que peu d'effet sur le changement de comportement de prescription des médecins. Alors pour revenir à cette étude du JAMA, c'est un essai finalement randomisé, contrôlé, assez classique, mais en open label. Ils ont suivi les patients pour une durée de 6 mois en 2020 et 2022 dans l'État du New Brunswick, qui est un État donc, du Canada. Ils ont inclus des patients de plus de 65 ans qui étaient sous un traitement de benzo ou un analogue, et c'était souvent des Z-compounds, le zolpidem ou zolpidem, que vous connaissez. Et ces patients devaient prendre ces traitements au minimum 3 fois par semaine pour une durée minimale de 3 mois. Ils ont exclu les autres indications au benzo, principalement pour des raisons psychiatriques, ou la prise d'autres sédatifs comme des SSRI. Les patients qui avaient des troubles cognitifs ou qui vivaient en EMS étaient également exclus.
Le recrutement s'est donc fait au sein de la communauté des seniors et ils ont utilisé au Canada des associations de seniors qui sont très développées. Ils ont fait du marketing auprès des réseaux sociaux, ils ont envoyé des mails, des campagnes d'information pour essayer de recruter au maximum ces patients. Et l'évaluation initiale était un entretien téléphonique. Une fois que les patients acceptaient de rentrer dans l'étude, ils étaient randomisés en 3 groupes. Il y avait 2 groupes d'intervention, le groupe IONS 1 et IONS 2, dont je vais vous détailler le contenu, et un groupe contrôle. L'outcome primaire, c'était le taux de prescription des benzodiazépines à 6 mois avec 3 catégories, l'arrêt total du traitement, une réduction des doses de 25% ou un outcome composite qui combinait les 2 items. Et ce qui était intéressant de cette étude, c'est qu'ils ont regardé également des outcomes secondaires en analysant les paramètres du sommeil, l'index de sévérité de l'insomnie et des indicateurs de sécurité et de qualité de vie. Également si les patients ont adopté des thérapies cognitivo-comportementales et ils ont également analysé le risque de sevrage qui est présent si on va un peu trop vite dans la déprescription. Alors quelles étaient ces interventions? Finalement, il y avait 2 paquets. Il y avait le paquet IONS 1. En fait, ils ont basé sur un site internet qui s'appelle Sleepwell, qui est accessible en ligne. Et ce site contient des informations sur l'utilisation prolongée des benzos et les risques qui sont importants. Il donnait des conseils pour réduire ou arrêter leur consommation aux patients. Et fait important, il mettait beaucoup l'accent sur les thérapies cognitivo-comportementales en donnant finalement accès aux patients à des techniques de TCC en ligne. Ils ont comparé donc avec une autre intervention qui est le groupe IONS 2. Et en fait, l'intervention IONS 2, elle se base sur l'étude Empower. C'est une étude qui est sortie il y a quelques années dans le JAMA, également au Canada, où des pharmaciens délivraient du matériel éducatif aux patients pour les sensibiliser sur les risques des benzos. Ils donnaient également quelques conseils généraux pour le sommeil, mais à la différence près par rapport au groupe IONS 1, c'est qu'ils n'insistaient pas sur les thérapies cognitivo-comportementales. Donc finalement, ce qui démarquait vraiment ces 2 interventions, c'était toute l'intention qu'ils mettaient sur les thérapies cognitivo-comportementales. Donc voici le flowchart de l'étude. Vous voyez qu'ils ont screené plus de 1200 patients et qu'au final, 580 patients ont été randomisés de manière homogène entre les 3 groupes. Ce qu'on peut voir déjà sur ce flowchart, c'est que dans le groupe contrôle, finalement, il y a eu moins de pertes de suivi que dans les groupes intervention, ce qui peut amener à un biais d'attrition. Voici les caractéristiques des patients. De manière non surprenante, on constate qu'il y a plus de femmes dans les 3 groupes, que finalement, ce sont des patients qui sont assez représentatifs de nos patients, parce que c'est des patients qui chutaient fréquemment, qui consultaient fréquemment aux urgences, et ils étaient polymorbides, comme en témoigne leur polymédication. Ils prenaient en moyenne 7 médicaments, en plus de leur traitement somnifère. Alors voici, si on va directement dans les résultats de l'étude, ça c'était pour l'outcome primaire, donc le taux de prescription des benzos. On voit qu'entre les 3 groupes, que ce soit le groupe IONS 1 ou le groupe IONS 2, il y a un clair bénéfice par rapport au groupe contrôle. Et en analysant spécifiquement le groupe IONS 1 et le groupe IONS 2, alors c'est une analyse de non-infériorité, mais le groupe IONS 1 était non inférieur par rapport au taux d'arrêt complet du traitement et de la réduction des benzos comparativement au groupe IONS 2. Et puis si on prenait l'outcome composite, il y avait même une supériorité du groupe IONS 1 sur le groupe IONS 2. Alors quand on regarde les outcomes secondaires, les paramètres du sommeil, on voit que le groupe IONS 1 favorisait la latence du sommeil d'environ 26 minutes, que la durée totale de sommeil était améliorée également dans le groupe IONS 1 par rapport au groupe IONS 2 à une petite demi-heure, et puis que l'efficacité du sommeil était également améliorée. L'efficacité du sommeil, pour ceux qui ne sont pas très avec ce concept, c'est le nombre d'heures passées au lit par rapport au nombre d'heures où on dort réellement. Et fait intéressant, parce que c'est ce que recherchent les auteurs, c'est forcément les patients qui étaient dans le groupe IONS 1 ont plus souvent adopté des techniques de thérapie cognitivo-comportementale, notamment en utilisant le site internet qui était proposé dans le package numéro 1. Alors il faut aller un peu fouiller dans les suppléments de l'étude pour voir quelles étaient finalement ces thérapies cognitivo-comportementales. Alors il y avait ces différents types de thérapies qui sont reconnus dans la littérature comme efficaces, comme l'agenda du sommeil, avec également la restriction du sommeil. On essaie de réduire finalement le temps passé au lit par rapport au nombre d'heures que l'on dort. Le stimulus control, où vraiment on essaie de rappeler aux gens que le lit n'est fait vraiment que pour dormir et ils doivent sortir du lit. Si les patients n'arrivent pas à dormir, ça ne sert à rien de tourner en rond dans le lit. Il faut sortir, avoir une activité calme, se relaxer. Il y avait des thérapies cognitives également qui
qui sont plus finalement prescrites souvent par des psychiatres ou par des médecins formés en thérapie cognitive. Et puis il y a également les mesures d'hygiène. Et c'est vrai que ces mesures d'hygiène du sommeil, c'est probablement ce qu'on utilise le plus fréquemment. Ça fait partie en soi des thérapies cognitivo-comportementales, mais ce n'est pas aussi efficace quand c'est utilisé de manière isolée. Alors voilà, cette étude a quand même quelques limites parce que finalement l'impact sur le sommeil est principalement dû au fait que les patients adoptent plus fréquemment ces thérapies cognitivo-comportementales et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur comment finalement ces patients ont utilisé ces thérapies. Déjà, on apprend que a priori, on aurait espéré qu'ils aient plus souvent accès à leur médecin ou à leur psychiatre pour pouvoir suivre ces thérapies, mais finalement, c'était en pleine épidémie Covid, donc l'accès à ces médecins était réduit. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur laquelle de ces différentes thérapies a été le plus souvent utilisée. Je vous l'ai dit, c'est une étude qui était en open label et puis qui avait plus de pertes de suivi dans le groupe contrôle. Alors forcément, il y a potentiellement un biais d'attrition. Et puis finalement, quelle est la validation externe de ce genre d'études, si on peut l'extrapoler notamment ici en Suisse? J'aurais peut-être une question pour vous. Qui a déjà été formé en thérapie cognitivo-comportementale? Levez la main. Qui a déjà essayé d'envoyer un patient chez un psychiatre pour une thérapie cognitivo-comportementale avec pas mal de difficultés? Ouais. C'est ce qu'on voit en fait en Suisse, c'est qu'il y a ce gap entre, effectivement on est tous assez d'accord sur le fait que ces thérapies ont l'air d'être très efficaces, mais on est soit peu formés, soit on a peu d'accès à ces thérapies. Alors les organisateurs m'ont demandé de mettre en perspective cette étude qui s'est focalisée sur l'éducation, sur d'autres techniques qui peuvent potentiellement changer le comportement de prescription des médecins, et je voulais vous parler de l'audit et du data feedback. Alors de quoi il s'agit? Il faut retourner un petit peu dans les stratégies d'implémentation et ce concept de nudge, un anglicisme qui n'est pas facile à traduire en français, c'est une sorte de coup de pouce pour essayer de modifier notre comportement sans qu'on en soit vraiment conscient. Et un exemple que je donne souvent, c'est ces fameux radars qu'on voit sur les routes genevoises, où finalement quand vous dépassez la vitesse maximale autorisée, vous avez un petit smiley rouge qui apparaît. Pourquoi ce smiley rouge apparaît? C'est parce qu'il vous renvoie une information sur votre comportement déviant et on espère que vous allez changer ce comportement en appuyant sur la pédale de frein. C'est ce qu'on appelle le radar sensor effect. Alors à l'échelle médicale, ces audits et ces data feedback ont été étudiés dans différentes situations et là il y a une revue Cochrane qui avait montré que même si les effets sont relativement modestes, il faut toujours rester humble quand on parle de stratégie d'amélioration de la qualité, mais il semble y avoir une tendance sur un bénéfice de ces audits et ces data feedback. Et nous avons mené plusieurs études ici à Genève qui ont montré leur potentielle efficacité. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une étude qui est en cours en ce moment sur le canton de Genève, mais également dans le canton de Vaud, au sein du réseau Delta, qui est un réseau de soins intégrant plusieurs centaines de médecins. C'est un essai randomisé contrôlé, où on a finalement randomisé les cercles de qualité. Ces cercles de qualité, ce sont des plateformes où les médecins se réunissent environ une fois par semaine pour remettre en question leur pratique. Donc c'est à l'échelle de ces cercles de qualité que nous avons effectué une randomisation avec 15 cercles de qualité qui va avoir l'intervention et 15 qui sera donc le groupe contrôle. Et comme intervention, on va utiliser ces fameux audits avec data feedback. Et comme on a vu que les pharmaciens jouent un rôle clé finalement dans des prescriptions, on a intégré des pharmaciennes cliniciennes. Donc voilà, ça c'est un exemple de cercle de qualité au sein du réseau où finalement la pharmacienne clinicienne va rapporter à l'échelle du cercle de qualité le taux de prescription des benzos chez les seniors pour que les médecins puissent commencer à comparer un petit peu leur pratique et ensuite va faire une éducation en rappelant les recommandations de bonnes pratiques. Ça c'est donc la phase 1 de l'étude, puis la phase 2, c'est qu'une fois que la randomisation et que l'intervention a été terminée au début de l'année dernière, finalement maintenant on est dans une deuxième phase où on essaye d'utiliser les différents matériels éducatifs à disposition. Donc là, il y a une traduction qui a été faite par le matériel canadien et vous pouvez avoir accès à ce matériel sur le lien que je vous ai mis sur cette dia pour essayer vraiment de sensibiliser les médecins et les patients, parce qu'on voit que l'éducation des patients est importante à ce problème de prescription de benzo. Donc si je devais conclure, et j'espère que ce que vous retiendrez finalement de cette présentation, c'est que proposer une déprescription aux patients, ça a l'air d'être quand même utile, c'est un long travail, on sait que c'est pas facile. Le sevrage doit être fait sur une période relativement longue, ça ne sert à rien de sevrer quelqu'un en une semaine s'il prend des benzos depuis plusieurs années, c'est même potentiellement dangereux. Et puis, utilisons ces thérapies cognitivo-comportementales. Alors, soit il faut qu'on se forme, mais c'est vrai qu'il y a peu, même s'il y en a, il y a peu de formations pour les TCC
en Suisse, ou alors utilisons des partenaires psychiatres qui pourront nous aider dans ces thérapies parce qu'il y a clairement un bénéfice pour déprescrire ces traitements. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour des questions.